Merci pour cette invitation. Bonjour à tout le monde. J'ai eu la chance de présenter une lecture biennale à la Société italienne de chirurgie et d'éditer un livre. Et ce livre reflète mon expérience de plus de 2600 parathyroïdectomies, 1700 pour SPT primaire, 920 pour secondaire et tertiaire. Je serai très heureux de partager avec vous mon voyage à la recherche des parathyroïdes, paraphrasant le titre d'un livre de Nordstrom, The Hunt for the Parathyroids. Quand je commence à parler de parathyroïdes, je montre toujours un rhino, et beaucoup de mes confrères en Italie m'ont demandé, mais c'est le symbole de Turin? Mais non, le symbole de Turin, c'est un taureau. Alors, qui me connaît bien m'a dit c'est le symbole de l'équipe de football que tu aimes, mais non, c'est un taureau aussi. Et alors, il faut dire deux mots sur le rhino. Le premier rhino qui arrive en Europe arrive en 1515 et le peintre Dürer fit un dessin et une gravure. Il faut attendre le 1700 pour retrouver un autre rhino, Clara, qui aimait boire le vin et fumer le cigare et fit la chance du capitaine hollandais qui l'a emporté en Europe. Mais encore pas les parathyroïdes. Alors, en 1852, Sir Richard Owen fit une autopsie sur un rhino de la Société zoologique londonnaise qui décédait pour un conflit avec un éléphant. Et il décrit 4 jaunes petites glandes derrière la face postérieure de la thyroïde. De ce moment-là, le rhino est devenu le symbole des parathyroïdes. La première description des parathyroïdes dans l'homme a été faite par Ivar Sennström en 1880. Ivar Sennström, suédois, publia son travail dans un journal local et il ne réussit pas à le publier dans le journal de Virchow. Premièrement parce que Virchow avait vu quelque chose de semblable quelqu'un avant et surtout parce qu'il ne mit pas le nom de son maître sur le travail. Ici, on peut voir un traité de médecin de 1930, mais c'est le même 1940 italien, et on décrit les états hyperparathyroïdiens en 12 lignes. Et maintenant, nous pouvons parler pour des heures, mais qu'est-ce qui arrive? C'est l'augmentation des diagnostics pour les analyseurs de sang multicanal et surtout le dosage de l'hormone parathyroïdienne. Quand j'ai commencé cette chirurgie en 1975, nous envoyons la PTH à Londres et le résultat arriva après une semaine. Maintenant, on le fait directement dans la salle d'opération et vous pouvez la voir en 10 minutes. Et alors, on va remarquer ces points sur la pathologie des parathyroïdes. Le diagnostic, ce sont les spécialistes qui doivent connaître et surtout reconnaître la maladie. Et je veux souligner seulement 2 aspects particuliers. Sont le syndrome neurologique qui n'est pas trop bien connu et le syndrome cardiovasculaire qui dans ces dernières années, a été bien étudié. Le diagnostic, c'est simple. Une calcémie élevée, le calcium total, mais surtout l'ionisé, une parathormone élevée, une phosphorémie basse, une calciurie normale ou élevée, et un dosage de la vitamine D. Il sert pour détecter des formes secondaires. Silverberg et Bilezikian dit qu'il y a 80% de cas asymptomatiques. Dans mon expérience, sur 1700 cas, j'ai opéré seulement 5 cas complètement asymptomatiques. Un autre aspect très intéressant, c'est l'hyperparathyroïdisme normocalcémique.
C'est très difficile à diagnostiquer et à traiter parce que dans ces cas, on peut retrouver facilement des hyperplasies. Les indications d'intervention sont très bien connues et le workshop de Florence en 2013, on les peut voir là. 2 mots sur les examens de localisation. Les examens de localisation ne servent pas pour le diagnostic, sont seulement des examens pour localiser la glande. S'ils sont positifs, on peut faire des interventions ciblées. S'ils sont négatifs, ça n'exclut pas la maladie. Sur la scintigraphie, nous préférons la scintigraphie en double phase parce qu'il y a des avantages, une simplicité d'exécution, une dose inférieure livrée absorbée, une meilleure compliance du patient et aucun artefact de mouvement. Et maintenant, les techniques chirurgicales. Il faut bien connaître l'embryologie et l'anatomie chirurgicale. Les parathyroïdes supérieurs origine de la 4e poche branchiale et les inférieurs de la 3e avec le thymus. Et vers la 7e semaine de vie embryonnaire, elles migrent et ils vont se localiser, les supérieurs dans un cercle au-dessus des branches des artères de l'artère thyroïdienne inférieure et les inférieurs en un cercle semblable, mais au-dessous des branches de l'artère. Cette mobilité embryologique ne justifie les fréquentes anomalies de position. Les formes anatomopathologiques sont l'adénome unique, l'adénome double, l'hyperplasie asymétrique et l'hyperplasie de toutes les glandes. Et il faut, dans ce cas, penser toujours à une glande surnuméraire. On peut voir ici, dans mon expérience, et seulement de 1996, quand j'ai commencé à utiliser des routines, la PTH intraopératoire, vous pouvez voir que dans les sujets âgés de moins de 65 ans, il y a un pourcentage de maladies multiglandulaires de 28% et ce pourcentage est de 34% chez les sujets avec plus de 65 ans. La chirurgie du cou commence dans les premières années 1900 et Cocker obtient le prix Nobel, le premier médecin à avoir le prix Nobel pour cette chirurgie. Et Birot, dans la même année, abandonna cette chirurgie pour la morbidité et la mortalité très élevée. La première parathyroïdectomie a été faite par Mendel à Vienne en 1925 sur un conducteur de tram viennoise, Albert Ghanem, et c'est très intéressant de voir les premières interventions qu'on a faites dans les États-Unis. Et le cas du capitaine Charles Martel, il a été opéré 6 fois et on a enlevé 3 parathyroïdes. Enfin, la 7e fois, Churchill et Cope, chez le Massachusetts General Hospital en 1932, enleveront la 4e glande médiastinale. De Rome décédé 7 semaines après cette intervention pour une crise tétanique. Et comme toutes les choses vont changer dans le temps, les techniques vont évoluer et la mini-invasivité va arriver aussi dans la chirurgie parathyroïdienne. Et comme ça, on a pratiquement abandonné la stratégie chirurgicale traditionnelle pour la chirurgie vidéoscopique de Gagné, de la chirurgie vidéoscopique monolatérale d'Henry, la chirurgie vidéo-assistée de Micoli, la chirurgie radioguidée de Norman, la chirurgie ouverte, mini-invasive ouverte que je préfère, avec des lunettes avec grossissement de 2,5, et maintenant aussi la chirurgie robotique, mais il y a encore des problèmes sur cette chirurgie. La stratégie chirurgicale dans l'hyperplasie, c'est la parathyroïdectomie subtotale ou la parathyroïdectomie totale, et en ce cas avec autotransplantation et si possible, cryopréservation. 2 mots sur la PTH intraopératoire. Une baisse de 50% du niveau initial peut assurer le succès de l'intervention. Eh bien, je vais vous montrer 2 cas particuliers. Ici, une femme de 79 ans
Et il y avait une parfaite concordance entre la scintigraphie et l'échographie, mais on peut voir un premier adénome à droite, un deuxième adénome à gauche, et la chute de la PTH après l'enlèvement de la première glande, plus de 50%, mais la rentrée dans la normalité seulement après l'enlèvement de la deuxième. Un autre cas, la scintigraphie démontrait une double adénome, et il y avait en effet un double adénome droite-gauche, et la chute et la rentrée seulement après l'enlèvement de la deuxième glande. Et alors, il faut faire attention à la maladie multiglandulaire, 15-25% des cas, et jusqu'à 34% des cas dans notre expérience. C'est pour ça que nous préférons la rentrée dans la normalité pour être sûr d'avoir fait une intervention complète. La chirurgie mini-invasive est une excellente approche pour les petits primaires. Toutes les techniques sont bonnes si on a la nécessaire expérience. La corrélation de l'échographie et de la scintigraphie permet des interventions ciblées. La PTH intraopératoire est très utile, mais doit toujours être bien interprétée par le chirurgien. Attention, en particulier chez les patients de plus de 65 ans à la maladie multiglandulaire. Deux mots encore sur le secondaire et tertiaire. On peut voir que ces dernières années, l'incidence est diminuée grâce à la thérapie avec les calciomimétiques. Les indications aujourd'hui sont une PTH plus grande que 800, une PTH plus grande que 500, et alors il faut considérer le calcium, le phosphore, le produit calcium-phosphore et l'ostéodystrophie sévère. La technique chirurgicale, c'est la même que dans l'hyperplasie du primaire, mais on peut faire aussi une parathyroïdectomie totale. Nous avons réservé ce type d'intervention seulement à des patients âgés qui sûrement ne sont pas dans la liste de transplantation rénale. Nous avons employé la PTH intraopératoire aussi, mais la chute doit être entre 75 et 80% pour avoir la certitude d'une intervention bonne. La scintigraphie peut être utile, mais seulement pour détecter des glandes ectopiques, et l'échographie pour suivre le résultat d'une thérapie médicale. Mais si on a fait une intervention bonne, les résultats sont très satisfaisants. Vous pouvez voir ici un crâne 6 mois après l'intervention, et une calcification métastatique qui est complètement disparue après 6 mois. Et alors, on a dit tout sur les parathyroïdes, et non, si vous vous rappelez les mots d'Albright il y a 40 ans, il disait que beaucoup de choses qu'on connaît aujourd'hui et on pense vraies aujourd'hui, ils ne le seront plus demain. Et je vais conclure avec une photo, une diapo, avec beaucoup d'endocrinochirurgiens français très bien connus, et le professeur Charprat, que beaucoup de vous connaissent, pendant un congrès à Lille sur le rhino. Je remercie l'Académie pour cette invitation et merci à vous tous pour l'attention. Merci. Merci Guido Caspari. Maintenant, je donne la parole à Fabrice Ménégo pour le commentaire avant d'ouvrir la discussion. C'est pas mal, c'est juste d'accord. Bien, je vais être bref évidemment parce que Guido nous a déjà beaucoup exposé la problématique actuelle de l'hyperparathyroïdie, et donc je voudrais vraiment le remercier, le féliciter pour la qualité de cet ouvrage que j'ai lu, alors pas encore tout parce qu'il est très dense, et c'est un ouvrage médico-chirurgical comme très souvent en toute pathologie endocrinienne. Donc vraiment, je pense que ça va devenir rapidement un ouvrage de référence pour l'hyperparathyroïdie. Je voudrais donc féliciter au nom de l'Académie, bien sûr, si je peux me permettre, et puis en mon nom propre, Guido Caspari pour tout ce qu'il a pu faire pour la chirurgie endocrinienne. Il a toujours été un ardent défenseur de cette chirurgie, et en assumant les plus grandes responsabilités dans les sociétés italiennes
et européenne dans ce domaine, en défendant toujours avec vigueur nos spécificités. Et ce livre, bien sûr, est une démonstration supplémentaire de son action. Sous sa direction, donc, ce livre regroupe tous les thèmes sur l'hyperparathyroïdie, avec les plus éminents spécialistes médicaux et chirurgicaux italiens de la pathologie parathyroïdienne. Et c'est bien sûr, c'est un monument qui est basé sur une expérience unique et qui est dirigé par un chirurgien à l'esprit curieux et à la culture médicale remarquable. Ça, je tiens à le souligner parce que, évidemment, les pathologies évoluent. Alors, on a beaucoup parlé, tu nous as parlé du rhinocéros. Bon, le rhinocéros, au-delà de la parathyroïde, c'est devenu un peu le symbole de la chirurgie endocrinienne. Donc, on le voit pourquoi, parce que c'est finalement très précurseur, qu'en fait. On a découvert une glande chez le rhinocéros, mais, tu nous l'as rappelé aussi, finalement, le premier succès chirurgical, il date de moins de 100 ans, en fait. Donc, c'était 1925 en Autriche. Et, alors évidemment, la chirurgie a évolué, mais 90 ans plus tard, c'est toujours chirurgical. L'hyperparathyroïdie primaire est toujours chirurgicale. Donc, l'hyperparathyroïdie n'a pas changé. C'est toujours une sécrétion inappropriée d'hormones parathyroïdiennes par le tissu parathyroïdien. En revanche, ce sont les indications thérapeutiques, et tu l'as souligné, c'est-à-dire le classique calcul rénal. Maintenant, il cède un petit peu le pas aux complications cardiovasculaires, à l'os, et puis à tous ces troubles neuropsychiques qui peuvent être améliorés par une chirurgie parathyroïdienne. L'hyperparathyroïdie, on l'a vu, reste chirurgicale, mais ce sont les techniques opératoires qui ont changé grâce quand même aux grands progrès qu'il y a eu en imagerie, donc notamment échographie, scintigraphie au MIBI, que je voudrais ressouligner, et puis au dosage péropératoire de la PTH sérique, qui est toujours un peu plus discuté, mais qui effectivement, je pense, est un outil utile pour opérer les patients et donc leur permettre, à l'heure actuelle, de leur proposer des abords mini-invasifs. Donc ça, la chirurgie a quand même beaucoup évolué dans ce sens. Alors mini-invasif par cervicoscopie, par abord focalisé, enfin c'est les deux grandes techniques. Moi j'oublierais complètement le robot, qui me paraît un peu disproportionné par rapport à la pathologie parathyroïdienne, et qui permet donc maintenant dans une majorité des cas de proposer une chirurgie ambulatoire pour cette chirurgie. Alors il y a des échecs quand même, c'est-à-dire donc tu nous en as pas parlé, mais c'est bien décrit dans le livre. Il y a des échecs. Et il faut bien connaître comment gérer ces échecs. Globalement, quand on a deux imageries concordantes, il y a à peu près 98% de succès. Alors déjà, il faut savoir traiter les 2%. Mais quand on n'a pas deux imageries concordantes, le taux d'échec est un petit peu plus élevé. Et donc, c'est utile aussi de pouvoir réfléchir pour savoir comment gérer ces problèmes, les indications d'examen complémentaires et les indications thérapeutiques. Ne pas toujours se précipiter sur la chirurgie. Donc, comme en témoigne ce travail, Guido Gaspari nous rappelle sans relâche que la chirurgie endocrinienne est une chirurgie noble et qu'elle fait appel à une multidisciplinarité qui est absolument indispensable et à une réflexion qui doit vraiment dépasser la technique chirurgicale. Donc, le bon chirurgien, certes, c'est celui qui sait bien opérer, mais et c'est ce que je dis souvent aux gens qui passent dans le service, c'est aussi celui qui sait réfléchir et qui sait poser les bonnes indications. Et ça, c'est particulièrement vrai en pathologie parathyroïdienne. Donc encore bravo à Guido Gaspari pour ce travail remarquable et que je pense que ce travail va devenir un ouvrage de référence sur l'hyperparathyroïdie. Voilà. Merci Fabrice pour ces commentaires. Alors de nombreuses personnes m'ont demandé la parole. J'imagine en premier lieu, je vois que Yves Chapuis, grand spécialiste de la chirurgie mini-invasive avant l'heure. Oui, effectivement, on m'a demandé, notre secrétaire général m'a demandé de faire pour la lettre une analyse de votre livre et cette analyse est globalement très élogieuse. Cependant, je vais vous le dire franchement, j'ai regretté que vous ne mettiez pas assez l'accent sur d'abord les hypothèses d'approche limitée grâce à l'imagerie, de deux auteurs américains qui étaient Roth et Russell. Et cette hypothèse, d'ailleurs, avec une pratique qui avait été limitée dans leur cas, m'a incité, ainsi que mon équipe à ce moment-là, à aborder le problème de l'abord limité, sous anesthésie locale, des glandes qui avaient été parfaitement identifiées. Et à cet égard,
Je regrette que dans la bibliographie de l'ouvrage, on ne cite pas Jean-François Moreau, qui était un échographiste, radiologiste français à Necker, qui a été le premier à mettre d'une façon, avec un taux de résultat en évidence par échographie, ce qui était quand même un examen simple, associé éventuellement à la scintigraphie. Alors, à partir de, justement, de cette innovation d'imagerie, eh bien, nous avons été conduits dès 1985 à réaliser des parathyroïdectomies sous anesthésie locale par une approche limitée dans environ 70% des cas de notre expérience. Voilà, avec des résultats d'ailleurs que nous avons publiés dans le World Journal of Surgery. Et aujourd'hui d'ailleurs, quand je suis mes collaborateurs et moi-même, nous avons pu totaliser plus de 1200 malades opérés de cette manière avec des résultats. Alors, je voulais quand même mentionner cela, d'autant que nous avions eu ici même à l'Académie de chirurgie un débat avec Charles Proy qui avait été très animé, car Charles a été très longtemps le partisan d'une approche, bien entendu, par cervicotomie bilatérale, sous anesthésie générale, jusqu'au moment où finalement, devant l'évidence de nos résultats, il a dit qu'effectivement, il y avait une place non négligeable pour cette approche. Alors après ça, il y a eu la vidéoendoscopie, il y a eu, etc. Je ne parle pas d'un robot de pique, ça me paraît assez déplacé entre la taille de la glande et le volume du matériel utilisé, et le coût. Mais ça, c'est une autre affaire. Voilà la réflexion, mon cher président, auquel je voulais me livrer. Merci pour ce commentaire. Oui, je sais qu'il y a la possibilité de l'anesthésie locale, mais peut-être que les malades italiens sont différents. Et il faut faire attention à utiliser seulement l'anesthésie locale. Je sais que vous êtes vraiment un grand chirurgien dans ce cas, mais nous avons des problèmes avec l'anesthésie locale. On fait, heureusement, l'anesthésie loco-régionale pour les parathyroïdes, mais à ce moment-là, nous préférons encore l'anesthésie générale pour des motifs probablement locaux. Enfin, je veux encore dire un mot. S'il y a quelqu'un qui désire avoir le livre, on peut m'envoyer un courriel et je l'enverrai. Merci Guido. Il y a encore une question. Oui. Philippe. Encore deux questions. Philippe Montupet. Alors, d'abord, je suis très heureux de votre beau livre, de votre très belle présentation, et puis honoré d'intervenir après M. Chapuis, parce que tous ses travaux sur le domaine sont très considérés. Et je me situe uniquement comme chirurgien pédiatre, c'est-à-dire avec une pratique dans des domaines très variés de la chirurgie. En ce qui concerne les parathyroïdes, d'une part, nous nous disputons le terrain avec les chirurgiens ORL, et d'autre part, les lésions parathyroïdiennes chez l'enfant sont bien sûr très peu fréquentes. Mais en cas d'hyperparathyroïdie d'indication tertiaire, et donc de parathyroïdectomie totale, nous nous sommes intéressés très tôt, c'est-à-dire il y a 15 ans, en 2000, à cette parathyroïdectomie totale sous cervicoscopie. Évidemment, Gagné n'en avait publié que quelques cas, et Jacques Maresco, qui était plus proche, je l'ai contacté par téléphone avant d'aller faire à Lausanne avec Olivier Renberg cette parathyroïdectomie totale par cervicoscopie, qui a été bien sûr publiée. Ce qui est à dire, et ce qui soulève une question, à dire d'une part, c'est que paradoxalement, avec ce que nous avaient dit Gagné et Maresco, ça nous a paru très simple, car chirurgien pédiatrique, nous avions depuis longtemps l'habitude d'utiliser l'instrumentation de 3 mm et la bipolaire de 3 mm que nous avions fait confectionner. Deuxièmement, c'est-à-dire très simple, ça veut dire que pour une première, ça n'a duré que 3 heures pour les deux côtés. J'ai fait le premier côté, j'ai passé les instruments à Olivier, qui a fait le deuxième côté dans le même temps. La deuxième chose, c'est que ça nous a paru très sûr, parce que la couleur chamoisée des 4 parathyroïdes a été parfaitement respectée, et l'identification était simplissime. De même, bien sûr, celle du nerf récurrent. À partir de cela, ma question est,
je ne connais pas encore l'ouvrage, mais quelle apologie faites-vous de la chirurgie minimale invasive pour la parathyroïdectomie, en particulier totale, sans remettre en cause les grands avantages décrits par M. Chapuis pour des parathyroïdectomies simples sous anesthésie locale? Mais ce n'est pas une parathyroïdectomie totale. Je ne fais jamais une parathyroïdectomie totale. C'est une subtotale ou partielle. Parce que la parathyroïdectomie totale doit être réservée aux sujets âgés qui ne seront pas pour la transplantation rénale. J'ai fait des parathyroïdectomies totales et il y a de grands problèmes sur l'eau parce qu'il faut avoir encore de la PTH pour avoir un eau satisfaisant. Ça, c'est mon opinion et l'opinion de mes confrères, les néphrologues et les endocrinologues. Alors, on fait de la subtotale ou totale avec autotransplantation et, si possible, je fais aussi la cryopréservation. Mais jamais une totale. Surtout sur des sujets jeunes. Ça, c'est mon expérience. Je ne sais pas si Fabrice est d'accord avec moi et le professeur Chapuis, mais je pense que la totale ne doit pas être réservée à des sujets jeunes. Juste, oui, je pense que c'est dangereux de faire une totale chez le. Alors, sauf parce que c'est un pari. On considère qu'il peut y avoir éventuellement des cellules parathyroïdiennes dans les coulées thymiques, dans les relais thymiques. Et donc, il y a quelques publications, effectivement, qui ont des résultats satisfaisants, mais c'est toujours un petit peu inférieur quand même à la subtotale. Parce que le grand risque, c'est effectivement la parathyroïdie. Je trouve que c'est un petit peu dangereux, ça. Bernard Andréassian. Oui, une question simple. Dans l'identification d'un adénome, en particulier dans le thorax, vous n'avez pas évoqué l'intérêt du bleu de méthylène. Qu'en pensez-vous? Je l'ai employé dans la première année de mon expérience, mais sans bon résultat. Je pense d'avoir des localisations avant l'intervention avec la scintigraphie ou la CT scan, et après on va le chercher, mais je n'ai pas plus utilisé le bleu de méthylène. Une dernière question de ma part. Félicitations pour ce travail, pour cette chirurgie dite des couleurs. C'est comme ça que la résumait notre retraité président Charlie Proy. Quel est le taux d'échec dans des mains aussi expertes avec tous les moyens? Il y a encore des échecs, je pense. Oh, ouais. Quel est le niveau inférieur d'échec qu'on peut espérer je pense, eh bien, dans mon expérience, si vous explorez les deux parts du coût, 1%, moins d'1%. Très bien. Merci, Monsieur Gaspari.